Notre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée, vous êtes engagée à fond dans cette campagne des départementales. Qu'attendez-vous du second tour de dimanche? J'attends qu'un maximum de Français se mobilisent pour confirmer cette belle dynamique autour des candidats de la droite et du centre au premier tour et faire en sorte qu'un maximum de départements puissent être gérés par la droite et le centre dimanche soir. Pourquoi? Parce que ce sont des départements, et d'ailleurs on le voit dans les départements sortants d'aujourd'hui, ce sont des départements mieux gérés, ce sont des départements dans lesquels en moyenne les impôts départementaux sont plus faibles, ce sont des candidats, des équipes qui sont engagés sur des choses simples mais je crois fortes. La sécurité dans les collèges, des routes mieux entretenues, des associations de maintien à domicile bien gérées, parce que c'est tout ça le conseil départemental. En fait, l'élection, médiatiquement, elle a tendance à être tellement politisée qu'on en oublierait les compétences de proximité qui sont celles du conseil départemental. Mais c'est tout ça, c'est des choses très concrètes, c'est des choses du quotidien, c'est tout le social de proximité, par exemple, le conseil départemental. Donc, il faut avoir des vraies équipes, il faut avoir des bonnes équipes. Et les candidats de l'union de la droite et du centre sont ces équipes. Moi, je suis heureuse, par exemple, qu'on ait fait l'union de la droite et du centre dans l'immense majorité des cantons. Et ça a été reconnu par les électeurs. C'est quelque chose que j'avais essayé déjà de porter dans la campagne de Paris. Je crois beaucoup à l'union de la droite et du centre. Je crois beaucoup à la candidature unique dès le premier tour qui marque une équipe. Parce que je pense que les gens ont aussi envie d'une équipe. Oui, Nathalie, ça c'est très beau, c'est très bien. Vous pensez quoi? Gagner 15, 20 départements, 10 départements? Rêve, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais je ne dis pas que c'est un rêve. Ça a été validé, ça a été placé majoritairement en tête par les électeurs au premier tour. Ça a été placé majoritairement en tête, on est totalement d'accord. Et personne d'ailleurs n'a contesté votre victoire du premier tour. Mais une victoire avec 50% d'abstention, mais une victoire avec effectivement une union UMP, UDI, MoDem, qui est indispensable même pour les élections futures, j'imagine. C'est ce que vous souhaitez. Ah, c'est ce que je souhaite. Ah, mais moi, c'est ce que je souhaite. C'est clairement quelque chose pour lequel je vis. C'est quelque chose que j'ai pratiqué dans ma propre vie politique à Paris. Et c'est quelque chose que je souhaite pour la suite. Et je pense que les électeurs le souhaitent aussi. Bien. Pour le second tour maintenant, est-ce que vous vous résignez à cette consigne de vote du ni-ni? D'abord, disons les choses. Dans l'immense majorité des cantons, on est présent au deuxième tour. Et l'enjeu, c'est de mobiliser le plus largement possible, de rassembler autour de nos candidats. C'est ça aujourd'hui le travail. C'est ça aujourd'hui le travail de nos candidats sur le terrain. Non, mais attendez, il faut quand même parler de ce qui est la réalité de la majorité des cantons. Nos candidats, ils ont fait un boulot remarquable au premier tour, parce que vous savez, c'est une élection, vous l'avez dit vous-même, qui ne mobilise pas. Et en plus, la gauche, elle n'a rien fait pour mobiliser. On a changé le nom de l'élection, on a changé le découpage des cantons, on a changé le mode de scrutin, on n'a même pas finalisé le vote du texte qui définit les compétences des départements. Donc, ils ont fait ce travail de mobilisation au premier tour. Je compte sur eux pour le travail de mobilisation au deuxième tour. Il y a je viens à votre question, Jean-Jacques Bourdin. Plusieurs. Ne marquez pas d'impatience. Il y a quelques cantons j'ai hâte de vous écouter, dans lesquels malheureusement on n'est pas présent au deuxième tour. Quelques cantons, enfin plus que quelques, mais enfin bon, peu importe. Ils sont minoritaires, mais il y en a. Il y a des départements dont l'enjeu au niveau départemental est certain. N'ergotons pas, il y en a. Sur ces cantons-là, vous savez bien qu'il y a eu un débat à l'intérieur de ma famille politique, un débat à l'occasion de la législative partielle du Doubs, qui a été tranché par un vote en bureau politique. Ce vote a arrêté la position du parti sur ce qu'on appelle le ni-ni. Ni vote Front National, ni vote socialiste. C'est donc maintenant officiellement pour cette élection, parce qu'évidemment ça n'a pas été remis en jeu entre les élections du Doubs l'élection partielle du Doubs qui était au mois de février et l'élection départementale, pour cette élection départementale. Et quand nous ne sommes pas représentés au deuxième tour, c'est la position officielle de l'UMP. C'est la vôtre ? Je m'étais exprimé dans le cadre de ce débat, je n'en ai pas fait mystère, je défendais une autre position. Et un vote, fût-il majoritaire, n'efface pas des convictions aussi ancrées. Mais c'est la position officielle de l'UMP. Donc c'est la position du parti, mais ce n'est pas la vôtre. Elle a été acquise à la suite d'un vote démocratique. Et je respecte un vote démocratique. Mais ça, je le sais. Ça veut dire que c'est la position du parti, mais ce n'est pas la vôtre. Je respecte un vote démocratique. C'était pas celle que j'avais défendue dans le débat, mais c'est aujourd'hui la position de l'UMP. Et c'est celle que vous défendez aujourd'hui ?
Et c'est aujourd'hui la position de l'UMP. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme le numéro 2 de l'UMP. Je vous dis quelle est la position de l'UMP. Bien sûr que je défends la position de l'UMP. Donc vous défendez le Nini. Bien sûr que je défends la position de l'UMP. Et vous savez très bien quels ont été tous les termes de ce débat. Je ne vais pas vous le refaire sur ce plateau ce matin. Non, mais je ne vais pas, moi non plus, vous demander de le refaire. On va l'oublier, mais que les choses soient claires. Il n'est pas vraiment au cœur du sujet. Non, mais je suis bien d'accord, c'est pour ça que je voudrais aller plus loin. Voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, si vous me répondez clairement, je vais plus loin. C'est pas compliqué, non? Vous connaissez tous les termes du débat, mais si, et je peux vous le refaire en boucle. C'est la position du parti, on est bien d'accord, donc c'est votre position aujourd'hui. Et c'est la position que je défends comme numéro 2 de l'UMP. Et c'était pas initialement ma position personnelle, donc ça n'est un secret. Changé d'avis, mais ça n'est un secret pour personne. Ça peut arriver de changer d'avis. Et je vous ai dit très clairement, Jean-Jacques Bourdin, vous faites de la provocation, et je vous ai dit très clairement qu'un vote majoritaire n'effaçait pas les convictions. Et quand vous êtes battu dans un vote, ça ne fait pas changer vos convictions, mais ça fait qu'il y a un vote donc, et il est démocratique et il est acquis. Vous pliez aux consignes du parti, mais vous gardez vos convictions. J'ai bien résumé? Bah oui. Bon, j'ai bien résumé. Vous avez bien résumé. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, vous gardez vos convictions? Oh, ça, c'est une question, alors. Mais oui. Et vous ne gardez pas vos convictions, vous, Jean-Jacques Bourdin, dans la vie? Ben si. Mais moi, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi. Parce qu'elles sont fortement ancrées, et parce que je pense que... Parce que vous voteriez socialiste si vous étiez dans ce cas de figure. Parce que je pense que ça aussi, ça fait la richesse de la vie politique, ça fait la diversité. Regardez, tout le monde, on fait toujours un drame en politique, on fait toujours un drame des différences, mais les différences, elles font la vie, y compris la vie politique. L'UMP, ça a été formé initialement en 2002 autour de Jacques Chirac, de courant et de diversité. Vous savez pourquoi on fait une famille politique? D'ailleurs, pourquoi on fait une organisation, une association? Enfin, dans la vie, c'est tout le temps comme ça. C'est parce qu'à un moment, on considère que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Vous voyez, sur la question du Front National, Nicolas Sarkozy a redit avec force, dès dimanche soir, et ça a été redit par tous les dirigeants du parti, avec une grande constance, qu'il n'y aurait jamais aucun accord, ni local, ni national, avec le Front National. Et moi, cette position me convient. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui... Attendez, Jean-Jacques Bourdin. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, pardon de vous le dire, c'est pas d'abord la question de savoir ce qu'on fait dans cette... C'est la question de comment on construit une espérance. Comment on offre une alternative aux Français. Comment on fait l'alternance. Mais vous pensez que vous offrez une espérance et une alternance quand on voit la progression du Front National? Bah écoutez, Jean-Jacques Bourdin, on nous annonçait depuis des semaines que le Front National n'a pas gagné ce premier tour? Non. On nous annonçait depuis des semaines que le Front National serait très largement en tête. Ce sont les sondeurs. Bah écoutez, oui, mais les sondeurs voulaient ressasser, pardon, pas vous personnellement, mais on nous en a tympanisé. Depuis des semaines, il y a eu des unes de journaux dans tous les sens. Le Front National devait être très largement en tête. Il n'a pas été. Ceux qui ont été en tête, c'est les candidats de l'Union de la droite et du centre. Et j'insiste sur l'Union. C'est élevé, mais c'est pas... Progression de 10 points par rapport aux dernières cantonales. Bien sûr, c'est élevé. En tête dans 43 départements. Bien sûr, c'est élevé. Avec des candidats inconnus qui font 30% dans des cantons. Et Jean-Jacques, et bien sûr, ça doit laisser personne indifférent. Mais moi, mon combat, c'est de faire en sorte que l'UMP, et singulièrement en l'occurrence la droite et le centre réunis, puissent offrir une alternative aux Français. On a la gauche qui désespère les Français. Elle a désespéré les Français. J'ai fait le tour du maximum de départements que j'ai pu pour soutenir nos candidats et je continue cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Les situations sont très différentes sur le terrain, ce sont des cantonales, il y a une dimension locale, mais partout, il y a la même désespérance, notamment sur le front de l'emploi. Les premiers sujets, j'ouvre toujours à la fin de mes meetings la salle aux questions. Les premières questions qui viennent, elles sont systématiquement sur l'emploi, sur la situation des petites entreprises. Beaucoup les petites entreprises qui sont exsangues après des années de crise. Mais un ouvrier sur deux qui est allé voter a voté Front National. Il n'a pas voté pour l'UMP, l'ouvrier. Hein, il a voté l'employé. Il n'a pas voté pour l'UMP, il a voté pour le Front National. C'est plus compliqué. Enfin, on peut passer toutes les catégories socio-professionnelles. Regardons les votes de dimanche. Je vous dis pas qu'on est parfait. Je vous dis qu'on a une énorme responsabilité. Moi, je dirais jamais qu'on est parfait. De toute façon, quand on perd des élections, c'est qu'on n'a pas été parfait. Bon, alors, on est bien écoutez, d'accord. Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai écouté Nicolas Sarkozy ce matin, enfin, on m'a rapporté ce qu'il a dit, et j'ai lu ça dans les dépêches sur RTL. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il vienne ici. J'allais dire, vous faites la pub pour la concurrence, et puis non, mais ça ne me gêne pas, moi. Je vais vous dire, ça ne me gêne pas de citer les confrères, au contraire. Il a dit, Marine Le Pen a un programme économique fou. Bon, programme économique fou, c'est vrai. Ah oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Il n'y a qu'un programme économique qui est fou chez Marine Le Pen? Pas que, mais notamment. Oui. Sur la question du programme économique de Marine Le Pen, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi, j'invite tout simplement à nos auditeurs à regarder ce qu'il y a dedans. Marine Le Pen, par exemple,
parle, essaye de s'adresser notamment à tous les petits artisans, les petits commerces. Mais vous regardez ce qu'il y a dans le programme de Marine Le Pen. C'est l'explosion des charges qui pèsent sur ces petites entreprises. Elle veut la hausse du SMIC. Elle veut une série de mesures qui, en fait, aboutiraient à alourdir encore les charges qui pèsent sur ces petites entreprises. Je donne un autre exemple. Marine Le Pen prétend s'adresser aux retraités et leur dire qu'elle défendra leurs intérêts. Mais la sortie de l'euro, c'est la dépréciation de toutes les petites économies par 30% d'un coup. C'est ça la réalité du programme de Marine Le Pen. Un dernier exemple. Marine Le Pen, et je sors de la question économique, Marine Le Pen nous parle, et elle en a fait son fonds de commerce de l'immigration. Mais vous avez vu que Marine Le Pen, elle s'est félicitée de la victoire des Grecs. Donc les Grecs, c'est l'extrême gauche. Mais c'est une extrême gauche qui gouverne avec l'extrême droite. Et notamment dans le gouvernement grec, vous avez un ministre de la Défense d'extrême droite qui récemment a fait des déclarations mais juste hallucinante et scandaleuse. Il a expliqué, vous savez, ils sont en négociation pour leur dette avec l'Union européenne. Il a expliqué que, grosso modo, si l'Union européenne se montrait pas plus souple avec lui, et si l'Union européenne faisait pas le chèque, il ouvrirait les frontières, il donnerait des papiers, et que, alors il le disait de mémoire avec l'expression comme ça, donc tous ces immigrés nouveaux iront jusqu'à Berlin, mais enfin aussi bien jusqu'à Paris. J'ai vu que Nicolas Sarkozy avait dit la même chose, c'est un élément de langage, ça, mais c'est une réalité. Ben, il n'a pas dit ça, c'est le ministre grec qui a dit ça. Matin. Mais non, mais Nicolas Sarkozy a pris cet exemple comme vous. Ah oui, d'accord. Mais ce sont des propos du ministre grec. Ce sont des propos du ministre grec. Et il précisait, dans ma mémoire, le ministre grec précisait que s'il y avait des djihadistes dans l'eau, c'est pas grave. Tant mieux même. Tant mieux, tant mieux pour. Écoutez, Marine Le Pen défend ces gens-là. Oui. Donc, il y a son programme économique fou, et il y a autre chose de fou chez elle. Là, je viens de vous parler de quelque chose qui n'est pas économique, précisément. Bon. Dites-moi, les consignes, ces fameux ni-ni, ces consignes du Front républicain, ça ne veut plus rien dire. Moi, j'aime pas le terme consigne. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, j'aime pas le terme consigne. Oui. Parce que je trouve que... Ce sont les états-majors dits parisiens. On entend ça en province, vous le savez bien. Oui, mais je trouve que c'est la responsabilité des dirigeants politiques de dire ce qu'il ferait, d'apporter une orientation, de donner. Mais le terme consigne, vous savez, aujourd'hui, il sonne mal à l'oreille. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, qui serait dans un canton où il reste un candidat socialiste et un candidat Front National, n'irait pas voter, s'abstiendrait. Et probablement Nicolas Sarkozy vote à Paris. S'abstiendrait. Et à Paris, il n'y a pas d'élection comme ça. Oui, je vous fais une pirouette. Alors ça, c'est facile. Ça veut dire ça. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire que s'abstiendrait. Vous non. Ça veut dire ce que la grande différence, elle est là. Et vous n'y arriverez pas. Mais c'est pas j'y arriverai, c'est la vérité. Bon, on va passer à autre chose. Vous êtes d'accord? Vous allez perdre notre temps d'antenne. Passons à autre chose. Non, je ne perds pas mon temps d'antenne parce que je suis là pour essayer de savoir quel est le fond de votre pensée. Et on s'est dit très clairement et tous nos auditeurs l'ont compris. Et l'ont compris. On est bien d'accord. Bientôt Alors je vous repose éternellement la question, vous n'avez toujours pas décidé si vous seriez candidate à la primaire de l'UMP. Ah oui, vous faites tous les marronniers là. Mais non, je ne joue pas tous les marronniers. Je vous la même réponse que je vous ai fait il y a un mois, c'est pour 2016. Bon, vous déciderez en 2016. Ah oui, c'est pour 2016, c'est pas un sujet pour 2015. Ah ben non, mais voilà, 2015, pour moi, c'est une année qui est constatée d'abord à des élections, non mais 2015, c'est une année qui est consacrée pour moi à trois choses. D'abord, je soutiens, on n'a pas d'élection à Paris sur ces départementales, je me suis mise au service de tous nos candidats. Et je ferai la même chose à l'occasion des régionales. On aura des régionales en Ile-de-France. Voilà, je pense que ces élections locales qui sont pas très mobilisatrices, elles sont néanmoins importantes parce que derrière, il y a beaucoup de moyens, c'est la proximité. Il faut que tout ça soit au service des Français et au service du renouvellement, au service d'un nouvel élan. Deuxième chose dont je m'occupe de la rénovation de ma famille politique. Il y aura un congrès le 30 mai. On va créer un nouveau parti. Et moi, je m'occupe de faire en sorte... Les Républicains ? Que ce nouveau parti, et je vous dirai rien sur le nom aujourd'hui, mais je m'occupe de faire en sorte qu'il soit conforme. Ça a été déposé, j'ai entendu les Républicains, vous aimez ? Moi, j'aime bien que le mot République, j'aime bien les références à la République. J'y suis très sensible, mais j'ai pas de déclaration fracassante à vous faire sur le nom. En revanche, je travaille à un parti plus démocratique, plus décentralisé, qui fasse meilleure place à la voix de ses militants. Et puis dernière chose, la reconstruction en termes thématiques, en termes de contenu. Là, on a fait une convention sur le logement avec des propositions. On poursuit. Voilà, l'UMP travaille. Ben, l'UMP travaille, mais tant mieux, heureusement, travaille au service des citoyens. Travaille beaucoup même, je peux vous le dire. À Longjumeau, il y a des repas de substitution dans les cantines. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des repas de substitution, en fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a la question de savoir s'il y a
plusieurs menus possibles, s'il y a une alternative, notamment les jours où il y a du porc, puisque c'est ça la question qui est en cause. Et c'est le cas dans beaucoup de cantines. Chez vous ? Et je pense que c'est le cas dans les cantines à Longjumeau. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Et vous y tenez ? Qui n'est pas... Et moi, c'est quelque chose qui... Je vais vous dire, ma priorité, c'est que les enfants soient tous assis à la même table. C'est pas juste symbolique, parce qu'il faut pas aller vers des choses qui feraient que les enfants finalement ne prennent pas leur repas ensemble, qui fait que donc vous le tenez repas à ces repas soit un de moment substitution, de différenciation. Je tiens à ce que tous les enfants prennent leur repas ensemble à la cantine. Ça veut dire ça. Si tous les enfants sont assis à la même table et qu'il y ait plusieurs menus ordinaires ne me pose pas de problème. Ce que je ne voudrais pas, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on aille vers ce qu'on pourrait appeler des menus confessionnels, c'est-à-dire le menu halal ou le menu kasher, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire la viande sacrifiée rituellement. Ça, je pense que ce serait comment dirais-je, un heurt, enfin une attaque contre la laïcité. Enfin, je pense que mais le repas de substitution ne vous pose aucun problème. Le repas de substitution, c'est quelque chose qui existe sous cette forme-là depuis longtemps. Mais je vous dis, le terme substitution doit être précisé. Il ne faut pas que ce soit un repas confessionnel au sens de quelque chose qui différencie. Voyez, qui différencie, qui enferme dans la différence et qui soit un repas, le repas kasher, le repas halal avec la viande sacrifiée rituellement, ces choses-là, vous comprenez. Et le voile à l'université, Sur le voile à l'université, bon, moi j'entends les arguments de ceux qui disent il faut pas changer la situation, notamment parce qu'il y a des étudiants étrangers, mais il y a un argument qui me touche personnellement et qui m'a amené à tendre l'oreille à cette possibilité d'interdire le voile à l'université. Bon, il y a bien sûr le fait que c'est déjà interdit dans les IUT, donc on ne comprend pas pourquoi les IUT et pas l'université, parce que c'est des gens du même âge. Mais il y en a un argument qui me touche plus, c'est cette information, ce qui se dit, sur lesquelles vous avez des universités dans lesquelles vous avez quand même un nombre important d'étudiants voilés, et ça exerce une pression sur celles, et notamment celles d'origine musulmane, qui choisissent de ne pas porter le voile. Ça exerce une pression sous l'angle t'es pas une bonne musulmane, pas toi, t'es pas bien. Moi, c'est ça. Le vrai argument pour moi, c'est ça qui me gêne vraiment. La liberté, je suis sensible aux libertés universitaires, mais la liberté, elle est pour tout le monde. Et si un jour il fallait choisir entre la liberté de celle qui porte le voile et la liberté de celle qui ne veut pas le porter, et qui doit avoir la liberté qu'on lui envoie pas à cet âge, qui est un âge sensible, entre 20 et 25 ans, quand vous êtes une jeune femme, que vous êtes en train de commencer votre vie, qu'on lui envoie pas à la tête qu'elle est pas bien parce qu'elle l'a pas choisi. Vous voyez, c'est à ça, moi, que je serais très attentive. Est-ce que vous voterez en faveur de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 ? Oui, mais je vais aller plus loin. Moi, je suis heureuse que vous voterez au Conseil de Paris, vous voterez pour. Ce soit rallié à nos arguments. Ça fait des mois que je milite pour que Paris prenne en compte la possibilité d'une candidature aux JO. Les JO, ça peut être une opportunité. Donc union formidable. Politique autour de cette candidature. Mais je suis heureuse qu'elle ait changé d'avis. Parce que depuis 6 mois, on a des tergiversations et des atermoiements de la maire de Paris qui nous aident pas beaucoup, si vous voulez, parce que évidemment, dans une candidature, après on regarde si les gens sont très motivés, on regarde s'il y a une vraie dynamique, on regarde. Donc je suis heureuse qu'elle ait changé d'avis. Moi, je suis pas sectaire, et donc si elle a changé d'avis, moi j'en ai pas changé. J'ai toujours été pour. C'est pas parce qu'elle est pour maintenant que je vais devenir contre. Donc je voterai pour. Et je ferai tout mon possible pour soutenir cette candidature et pour que Paris ait les JO. Je voudrais préciser 2 choses. Pour que ça marche, il ne faut pas refaire les erreurs de Delanoë dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les politiques qui se mettent en avant. Ce sont les sportifs qui doivent être mis en avant. Voilà. C'est un sujet d'abord de sportifs. Les politiques, ils doivent être derrière en soutien, mais derrière discret. Et deuxième chose, pour moi, c'est un sujet Grand Paris. Ça doit même être le premier grand projet structurant, vous voyez, mobilisateur d'énergie pour le Grand Paris. Pourquoi ? Bien sûr, si on avait les JO, il y aurait des événements à Paris et Paris serait concerné au premier chef. Mais beaucoup des grandes compétitions et les quelques équipements qu'il faudrait construire ne seraient pas construits à Paris. Ce sera un sujet petite couronne, même pour partie grande couronne, mais largement petite couronne. On parle beaucoup, par exemple, de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est naturellement un sujet Grand Paris. Ça tombe bien. On est en train de faire le Grand Paris et ça peut être un très beau unificateur d'énergie que les Jeux Olympiques. Dernière question. Oui. Circulation alternée. Vous êtes plutôt Hidalgo ou Royal ? Vous avez vu cette... Voilà, quel choix et quelle polémique. Quel choix ? Mais vous pouvez choisir. Vous êtes plutôt Hidalgo ou Royal ? Je veux dire, d'abord, la situation, la pollution à Paris marque l'échec de
14 ans de municipalité. Jeudi dernier, Paris a été quelques heures la ville la plus polluée du monde. C'était jeudi. Pardon, enfin bon, c'est peu. Quelques heures la ville la plus polluée du monde. On est d'accord sur ce point. C'est un triste record. Et pourquoi on en est là? Parce que pendant des années, la gauche nous a fait la politique cosmétique. Ça, non, mais attendez. Passé, mais aujourd'hui... Attendez, c'est passé, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous, la circulation alternée... On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi on en est là. Vous êtes pour la circulation alternée. Et Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, le seul moyen de lutter contre la pollution de fond, c'est de prendre cette mesure issue du Grenelle de l'environnement, que depuis des années, la gauche ne veut pas prendre, sous prétexte qu'elle était issue du Grenelle de l'environnement. Et ça, c'est du vrai sectarisme idiot, qui est l'interdiction des véhicules les plus polluants dans le cœur de Paris. C'est la seule mesure qui marche. Alors la circulation alternée, c'est une mesurette en plus, j'ai envie de vous dire. Donc interdiction de la circulation des véhicules polluants au cœur de Paris. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la ZAPA, vous dites à l'avance, à partir de telle date, les véhicules les plus polluants de telle année, on les prendra plus à l'intérieur de Paris. Et les gens peuvent s'organiser. La circulation alternée, d'abord vous la prenez toujours trop tard, parce que le pic de pollution est là depuis des jours. Ensuite, ça ne permet que décréter le pic, alors que ce qui abîme vraiment la santé de tout le monde, le pic, c'est vrai que c'est dangereux pour les personnes sensibles. Évidemment, c'est grave. Mais il y a quelque chose qui abîme la santé de tout le monde, c'est la pollution chronique. Et ça, il n'y a que l'interdiction permanente des véhicules les plus polluants qui peut le résoudre. Mais, dernière chose, l'interdiction permanente des véhicules les plus polluants, vous le faites avec des compensations. Vous le faites en finançant des alternatives. Ça aurait été mieux d'ailleurs s'il y avait eu l'écotaxe, on aurait pu financer des alternatives sur le dos des transporteurs routiers internationaux. Et vous le faites pas en faisant les choses au dernier moment, comme la circulation alternée. Parce que c'est un peu ça le problème de la circulation alternée, c'est qu'aujourd'hui c'est fait au dernier moment, et du coup c'est présenté comme un truc de bobo et un truc de flâneur, et évidemment mal ressenti par tous ceux qui bossent, et on les comprend. Et pourquoi on se retrouve là? On se retrouve là parce que la gauche a pas fait le travail de fond contre la pollution. Et s'il continue à pas le faire, vous savez quoi? Et bien bientôt ce sera pas une fois par an la circulation alternée, ce sera une fois tous les 15 jours. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue nous voir.